Faisons ensemble ce TD2 avec la mise en place d'une application vue. On va voir comment charger vue et puis on va essentiellement faire une introduction avec la notion de data, la notation moustache et quelques directives. Ok, donc la première chose qu'on va faire c'est lancer un projet vue et on nous propose d'abord de le faire via un CDN. Donc on est parti, on va créer un fichier, donc je vais créer un répertoire TD2 et je vais l'ouvrir. Et une fois là-dedans, on va créer un fichier cdn.html dans lequel on va mettre un petit template de base. Et dans ce template, on va utiliser une balise script src vers une version CDN de Vue.js. Donc CDN, Content Delivery Network, voulant dire que c'est sur un serveur externe que Vue.js est hébergé et on va le tester comme ça. Alors, la première chose à faire, c'est de préciser où Vue.js va devoir fonctionner. Donc ici, je vais faire une div avec un identifiant de app et essentiellement, je vais copier-coller le code qui se trouve dans le laboratoire, mais je vais le réécrire à la main pour avoir plus facile, enfin pour pouvoir expliquer au fur et à mesure. Donc ici, on va revenir sur un truc qu'on a fait déjà dans le labo 1 où on a un champ de saisie. Donc on met notre input. Et on a ensuite un paragraphe qui indique ce que le champ de saisie contient. Okay. Et je reviens juste après sur la suite avec les accolades. Alors avant de continuer ici, je vais maintenant mettre une balise script. Alors je vais la mettre directement dans la page web, c'est pas forcément une bonne pratique, mais au moins on voit tout sur la même page. Et je vais créer une const qui va représenter notre application. Et donc c'est un simple objet, un objet JavaScript tout à fait normal, qui contient dans ce cas-ci un élément qui est une fonction. Donc rappelez-vous, hein, cette notation data parenthèse, dont on met une fonction directement dans un objet, c'est l'équivalent de mettre une clé qui est data et la valeur est une fonction. Okay, c'est exactement la même chose. Et avec cette fonction, on va retourner simplement un autre objet qui va contenir les éléments qu'on va pouvoir utiliser ici au-dessus dans la partie de ce qu'on appellera plus tard le template. Okay. Donc ici, on va simplement écrire un texte qui sera edit.me et ce texte-là, donc dans cet objet-ci, il y a la clé texte et ces clés-là vont pouvoir être utilisées dans la partie template, donc au-dessus, via notamment cette notation avec des accolades. Okay. On appelle parfois la notation moustache. Donc ici, je vais écrire texte, donc ce texte qui est là, c'est le texte qui est là. Et idéalement, on devrait voir apparaître ça dans la page. Okay. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir faire un create app. Donc on demande à Vue.js qui a été chargé par le script ici au-dessus de créer une application basée sur ce qu'on a créé juste au-dessus, donc un simple objet JavaScript. Et on va poser cette application-là, on va la monter, comme on dit, dans la div qui a l'identifiant de app. Alors attention, il y a une petite différence entre ce que j'ai écrit et ce qu'il y a dans le laboratoire, c'est ici. J'ai écrit input type text, je n'ai pas encore écrit la partie vModel, hein, si vous avez fait attention. Ici, il y avait un vModel, on le met juste après. Ok. Donc, pour l'instant, il va falloir ouvrir ça dans un navigateur. Alors, on va tout simplement le faire. Je ramène la fenêtre du navigateur et voilà. Donc ici, sur mon navigateur, je vois bien Edit.me qui se trouve ici à l'intérieur. Ok, donc ça c'est plutôt bien, puisque ça veut dire quand même que le Edit.me qui est là se retrouve ici au-dessus. Donc ça veut bien dire que Vue.js a réussi à prendre le texte de l'objet qui a été retourné depuis le data qui se trouve là et le placer dans la page. Alors maintenant, on aimerait avoir un lien entre ce que j'écris ici et le champ de saisie, enfin plutôt le texte en dessous. Okay. Et ça, c'est le rôle du vModel. Donc le vModel va faire en sorte que le texte edit.me va se retrouver dans l'input, mais si je change l'input,
Je vais rafraîchir la page, voilà. Si je change l'input, ça se reflètera ici en dessous automatiquement. Et effectivement, au fur et à mesure que je change ce qu'il y a dans l'input, j'ai bien la même chose qui apparaît en dessous. Ok, donc ça c'est fort bien. Et ça montre un des premiers points importants de Vue.js, qui est que dans la partie template, on déclare ce qui doit s'y trouver, mais on n'explique pas à Vue.js comment lui faire apparaître. C'est Vue.js qui s'en occupe. Donc ici, on dit qu'il faut que le texte soit là, il faut que ceci se soit modélisé d'après le texte, et donc ça va dans les deux sens. Hein. Si je change le texte dans l'input, il sera changé ici dedans, et donc il sera changé ici. Mais d'un autre côté, si je mets en place un moyen de changer le texte à cet endroit-ci différemment, eh bien ça se verra dans l'input. Cela, on le fera un tout petit peu plus tard. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai deux inputs basés sur le même modèle, donc qui modélisent le même texte? Eh bien, on va en mettre deux, et on va voir. Donc ici, j'ai deux inputs avec le même vModel. Alors, remarquez qu'ici, le type texte n'a rien à voir. Hein. Ce type texte, c'est un attribut standard du HTML, à la rigueur, je pourrais l'enlever. Si je veux renommer texte, le texte qui se trouve ici, et je veux l'appeler autrement, alors, appelons-le autrement, bonne blague, eh bien ce truc-là, je l'utilisais à trois endroits, dans les deux vModels et ici au-dessus. Okay. Donc voilà, ça c'est pour bien visualiser ce qui est quoi. Alors maintenant, je reprends mon navigateur, je recharge la page, et vous voyez que Edit Me se trouve à trois endroits. Si je change dans le premier input, ça change dans le deuxième. Si je change dans le deuxième, ça change dans le premier. Ok, donc c'est vraiment une synchronisation dans les deux sens entre le modèle que j'ai appelé pour l'instant autrement et les affichages sur la page. Alors, on va d'abord enlever ça. Et un dernier petit commentaire ici sur cet objet app. Donc cet objet app, c'est un simple objet JavaScript. Vous avez vu qu'il y avait une fonction data. Alors ça, c'est le nom de cette fonction est imposé par Vue.js. Donc dans Vue.js, une application Vue.js, hein, quand on utilise create app ici, donc cette application Vue.js, c'est toujours formé d'un objet qui contient ce qu'on appelle des options. Donc l'option data, c'est probablement la plus importante, hein, le point central de Vue.js, c'est ce qui permet d'identifier l'état de votre application. Et donc ici, vous pouvez avoir, ici j'avais une variable qui était autrement, je pourrais mettre une autre variable avec un autre contenu. Okay, par exemple, pour avoir un false ici. Et je peux afficher à ce moment-là tous les éléments ici, toutes les clés qui se trouvent ici dans cet objet retourné par data peuvent être utilisées dans le template. Et on verra plus tard comment l'utiliser ailleurs. Alors à part data, il y a d'autres options que data. Il y a notamment moyen de définir des méthodes. Et si je prends ici la documentation de Vue.js, voilà ici, donc j'ai ouvert la documentation de Vue.js, vous avez sous Options API tout un tas d'options qui existent. Donc dans les options d'état se trouve, alors ici j'ai pas la partie à droite, mais on voit notamment qu'il y a, outre data, il y a une option qui s'appelle props, il y a une option qui s'appelle computed, il y a une option qui s'appelle methods, et ainsi de suite. Okay, et il y a d'autres options encore, notamment liées à l'affichage, notamment liées au cycle de vie, donc ce qu'on va appeler les hooks, etc., etc. Donc on a tout un tas d'options qu'on va devoir évidemment comprendre au fur et à mesure de ce cours. Là pour l'instant il n'y a pas d'urgence, mais c'est le début d'un long chemin. Passons maintenant à la deuxième partie qui est l'installation via NPM, qui est ce qu'on va utiliser en pratique dans la suite. Donc ici, on me demande de créer un projet Vue local. Donc c'est parti, je retourne dans mon terminal et je vais créer un projet Vue avec la commande npm create vue @latest et je confirme. Alors, de temps en temps, il va vous demander d'installer la dernière version de ce qu'on appelle Create View. On va dire oui, évidemment. Et puis, il va vous poser des questions sur le nom du projet. Alors ici, je vais l'appeler Hello. Est-ce qu'on va utiliser TypeScript? Dans ce cas-ci, on ne va pas le faire. Quelles sont les features, quelles sont les fonctionnalités qu'on va utiliser? Pour l'instant, on va juste utiliser le linter.
et on va indiquer ici, alors pas de feature expérimentale, donc ici je vais rien sélectionner, donc simplement je fais Enter pour confirmer que je ne veux rien. Si je voulais sélectionner, ça serait avec espace. Voilà. Donc ici, je m'assure que rien n'est sélectionné et je fais Enter. Est-ce que je veux skip all example code? Là, je m'assure que je dis Yes. Donc, je vais rentrer dans ce projet qui a été créé et ici, il y a deux commandes à exécuter. La première va installer les dépendances. C'est npm install ou simplement npm i pour être plus court. Et la seconde qui sera npm run dev. Là, je vais l'exécuter une fois que je serai dans mon éditeur de code, mais elle va lancer un petit serveur de développement local qui nous permettra d'exécuter, enfin de voir le rendu. Donc ici, je vais dans mon éditeur de code, qui est VS Code, et voilà sur quoi j'arrive. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de fichiers dans ce projet. Il y a des répertoires, VS Code, Node Modules public SRC. Le Node Module, s'il a été créé par le npm install, donc si vous n'avez pas encore exécuté npm install, vous ne le voyez pas. Et il faut faire npm install, sinon ça ne marchera pas dans la suite. Le répertoire public, pour l'instant, ne contient pas grand-chose, il contient juste une icône. Et le répertoire SRC, ben, c'est là que se retrouvent les sources principales, c'est là qu'on va travailler principalement quand on va développer notre projet. Il y a un git attributes, un git ignore, on ne va pas passer là-dessus pour l'instant. Il y a un index HTML qui sera, alors bizarrement on va pas y toucher en réalité, si on peut regarder ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a un titre, alors celui-là on pourrait le changer. Il y a une div qui est vide et elle va rester vide, vous allez voir pourquoi dans un instant. Et puis il y a une balai script qui va simplement aller charger le fichier main.js qu'on a vu tout à l'heure. Okay, donc voilà, a priori ce fichier-là on ne va pas le changer, en tout cas pas beaucoup. Ensuite, il y a un package.json avec tout un tas d'autres fichiers juste en dessous. Alors ce regroupement-là, c'est VS Code qui le fait. Et je dois avouer que je n'aime pas ce regroupement et donc j'ai tendance à aller le désactiver. Alors où est-ce que je désactive ça? Eh bien je vais dans répertoire.vscode, dans les settings, et il y a ici le file nesting que je vais désactiver. Hop. Et dès que je sauve, voilà, ici les fichiers ne sont plus regroupés les uns avec les autres. Donc si je continue mon petit tour d'horizon, donc ici il y a un fichier de configuration pour le linter, un autre fichier de configuration pour un autre linter, parce qu'il y en a deux qui travaillent en commun, mais peu importe pour l'instant. Il y a notre index HTML, on est déjà passé dessus, jsconfig.json qui sert principalement pour l'instant à VS Code, comme ça VS Code c'est qu'on est dans un projet JavaScript. Alors, le package lock et le package.json. Alors, regardons d'abord package.json, c'est celui-ci, c'est celui qui contient les dépendances de notre projet. Donc, npm est un gestionnaire de dépendances. Donc ici, on voit qu'il y a voilà, tout un tas de dépendances qui sont prévues. Et alors, on a aussi des scripts qu'on va pouvoir exécuter. Et il y en a un, le dev qu'on va exécuter dans un instant, qui est défini comme étant cette commande-ci. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais voilà, sachez que quand on va faire npm run dev, c'est en fait cette ligne-ci qui est utilisée. Ensuite, un fichier readme qui contient un readme de base pour les projets Vue.js qu'on pourrait supprimer. Les éléments importants à lire, c'est voilà, il faut faire npm install, ce qu'on a fait, et il faudra faire npm run dev pour lancer le petit serveur de développement. Et si on veut mettre en production, il va falloir utiliser npm run build et utiliser le résultat pour mettre ça sur un serveur. Ok, dernier fichier, c'est le vite.config. Là, c'est un fichier de configuration vraiment pour l'environnement de développement qui s'appelle Vite. Et on ne va pas trop s'attarder dessus. Alors, il est possible que votre éditeur vous demande de faire confiance à ce projet. Alors, dans mon cas, moi, j'avais déjà configuré pour lui faire confiance, donc on ne l'a pas vu apparaître. Mais s'il vous demande de faire confiance, il faut faire confiance au projet. Sinon, il y a tout un tas de choses que votre éditeur ne pourra pas vous aider. Ce serait un petit peu dommage de passer à côté. Un autre élément que l'éditeur peut vous proposer, c'est d'installer des extensions. Là aussi, moi, je les avais déjà installées. Si jamais vous avez raté le coche pour installer les extensions, vous pouvez ouvrir ici. Alors moi, je ne vois pas parce que mon écran est trop petit, mais il y a moyen d'aller ouvrir le menu extension. Ici sur la gauche, vous avez différents logos normalement.
et il y en a un qui permet d'ouvrir le menu extension, sinon c'est CTRL-SHIFT-X. Et alors, il y a les extensions installées, et puis il y a des extensions recommandées. Donc, normalement, vous aurez 4 ou 5 extensions ici recommandées, et on vous recommande de les installer. Lançons à présent l'environnement de développement. Donc pour ça, j'ouvre un terminal. Moi, j'ai fait CTRL-J pour ouvrir le panneau inférieur. Et on va simplement lancer la commande npm run dev qui l'exécute. Donc un petit serveur de développement qui est accessible donc sur le port 5173. Et on va aller voir ça. Hop, le voilà. Donc voilà la page que vous devriez voir normalement. Si vous avez une page plus complexe avec une espèce de logo à gauche et beaucoup de texte à droite, c'est que vous avez pas suivi exactement les options qu'il fallait quand vous avez créé le projet. C'est pas très grave, vous avez juste des fichiers en plus, mais bon, voilà, si vous avez des différences, c'est lié à ça. Maintenant que tout est en place, allons-y pour créer simplement le même projet que précédemment. Donc on va recréer ce qu'on avait fait dans le fichier cdn.html. Donc, ici, je vais cacher le panneau. Alors attention, il ne faut pas tuer le processus. Hein. Si vous tuez le processus, vous n'aurez plus accès à votre serveur ici à droite. Donc ici, vous pouvez juste cacher le panneau, soit de la croix, soit CTRL-J dans mon cas. OK. Donc, j'ai ouvert le fichier main.js. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà, il est là. Et dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on voit? On appelle, ou disons, on importe la méthode createApp de Vue. Donc ici, Vue.js n'est plus issu du CDN, mais il a été installé via NPM. On importe le app. Alors celui-là, ça sera l'équivalent du app qu'on avait créé tantôt. Et de la même manière que précédemment, on create app et on le mount. Alors vous avez vu qu'une grosse différence, c'est que dans le index.html, notre div app ne contient pas ce que j'avais appelé le template. Eh bien en fait, lui, le template se trouve dans le app.vue du répertoire SRC. Donc vous voyez que ici dedans, il y a deux morceaux, enfin il y en a même trois. Il y a une partie script qui pour l'instant est vide. Il y a une partie template qui pour l'instant contient ce qu'on voit ici à droite. Et si on le change, je sauve, vous voyez que ça se met à jour automatiquement. C'est ce qu'on appelle le Hot Module Replacement. Ça se met à jour automatiquement à chaque sauvegarde. Je vais l'enlever. Et on a aussi une partie style qui pour l'instant est vide. Ok, eh bien on va enlever tout ça et on va à la place mettre une nouvelle balise script. Alors attention, la balise script précédente elle contenait un setup ici. Il faut enlever celui-là. On ne va pas utiliser la version script setup, on va utiliser une version qu'on appelle le Options API qui est un petit peu plus explicite. Ok, donc ici dans cette partie script, on va exporter l'objet JavaScript qui correspondait à notre application. Vous vous rappelez, c'était un objet qui contenait une fonction data, et cette fonction data, elle retourne elle-même un objet qui contient le texte qu'on voulait écrire. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie script. Ensuite, pour la partie template. Donc dans la partie template, on avait un H1 avec un retour rapide, etc. Je ne vais pas tout écrire. On avait un input. Alors ici, encore une fois, il y a un type text qui se met automatiquement. Je vais le laisser parce que c'est pas mal. Et il y avait surtout le vModel qui disait qu'il fallait utiliser le texte, c'est-à-dire le texte qui se trouve ici au-dessus. Okay. Et troisième chose, c'est dans un paragraphe, on met le champ, le champ contient, et puis la fameuse notation moustache, un double accolade, où on met ici le texte. Alors normalement, si vous avez installé les extensions Vue.js recommandées, vous avez ici de l'autocomplétion. Donc ici, il y a 4 propositions. La première, c'est celle qui m'intéresse. Les suivantes viennent de Vue.js lui-même. Mais ici, celle qui m'intéresse, c'est la première, c'est texte en minuscule, qui correspond à ceci. Ok. Et maintenant, si je vais à droite, ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je rafraîchis. Ok, ça fonctionne. Il y avait sans doute un petit souci. Donc de temps en temps, ça arrive, ça. Hein. Il faut rafraîchir la page pour être sûr que ça refonctionne. C'est principalement important quand, pendant que vous écrivez, à un moment, vous sauvez et il y a une erreur de syntaxe, ce qui fait que il y a quelque chose qui se plante dans le navigateur et il n'arrive pas à se rafraîchir tout seul comme il faut. Ok, mais donc ici, c'est bon. Ça fonctionne. Ok.
Alors, dernière chose, avant de passer à la suite, c'est si vous avez été un petit peu curieux, vous avez regardé dans votre terminal, ici. Alors ici, vous voyez qu'il y a, déjà avant vous voyez qu'il y a des erreurs, donc ça c'est parce qu'à un moment j'avais fait des erreurs. Et puis surtout, vous voyez ces lignes-là. Donc ces lignes-là, c'est simplement le fait que quand vous changez ici quelque chose, par exemple du texte sur le champ blablabla, et puis que vous sauvez, hop, vous avez automatiquement un refresh de la page. Okay, ça c'est ce qu'on appelle le Hot Module Replacement, donc HMR. Hyper pratique. L'autre chose que vous pouvez remarquer, c'est ce petit symbole ici, qu'on n'a pas codé nous-mêmes, mais qui est ajouté automatiquement par Vue.js en fait dans le serveur de développement, qui permet d'ouvrir ce qu'on appelle les Vue DevTools. Hop, voilà, et donc vous avez quelque chose comme ceci, avec notamment, dans notre cas ici, donc ici dans la vue composant, si ce n'est pas celle-là qui est ouverte par défaut, vous pouvez aller dedans, vous avez notre composant principal qui contient une data qui est le texte. Okay. Et ce texte-là, il sera mis à jour, hop, automatiquement. Okay. Donc il est un petit peu moins réactif que dans la page lui-même, parce que pour gagner du temps, mais c'est réactif quand même. Et en particulier, si vous changez la valeur ici dedans, pardon, j'ai mal sélectionné, voilà, ici, je mets ici, alors attention, ici c'est du texte, donc il faut le mettre entre guillemets, je pense, et on sauve, et alors ça se rafraîchit aussi dans la page. Donc c'est vraiment l'équivalent des outils du développeur, mais spécifiques pour Vue.js. D'ailleurs, à une époque, ces outils-là se retrouvaient sous forme d'extension du navigateur. De nos jours, il y a directement ceci qui est quand même bien pratique pour faire des tests rapides. Ok, passons à la suite avec la mise en œuvre des SFC. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une SFC? C'est ce qu'on appelle une Single File Component. Donc si je reviens dans mon éditeur, vous voyez que tout mon composant, donc app.vue, tout mon composant est dans le même fichier. À la fois la partie script et la partie template. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de SFC. Et dans notre SFC, donc dans notre partie script plus particulièrement, vous voyez qu'on utilise ce qu'on appelle le Options API. C'est ce que je vous avais déjà expliqué, c'est que dans cet objet-là, le data représente une des options possibles qu'on peut activer dans Vue.js. Et il y en a d'autres. Alors, une autre syntaxe que vous allez sans doute rencontrer, en particulier si vous faites des recherches sur Internet, c'est une syntaxe qu'on appelle le Composition API. Composition API, la différence, en tout cas dans les SFC, c'est généralement que à la place de script, vous avez ici script setup. Un petit peu différent, on ne va pas expliquer cette syntaxe-là. En général, on va essayer d'éviter de les mélanger. Donc ici, je vais me contenter de le Options API. Petite remarque quand même, c'est que si vous allez sur le site de Vue.js et que vous allez dans la documentation, ici Docs, vous avez différents éléments de la documentation. Si je vais aller dans le Quick Start, vous avez ici en haut à gauche la possibilité de changer entre Option et Composition API. Donc il est possible que par défaut ce soit Composition API qui soit activé, auquel cas vous passez sur Options API. Ça va ajuster légèrement la documentation pour utiliser l'une ou l'autre. Okay, donc par exemple, si je vais dans Reactivity Fundamentals par exemple, ici, vous voyez d'ailleurs, il y a une petite indication en haut de la page, attention, il y a une différence entre Options API et Composition API, et on peut effectivement remarquer que si je clique là-dessus, eh bien, le contenu de la page n'est pas le même, parce que la technique, la syntaxe pour utiliser la réactivité, donc c'est le fait qu'une page réagit au changement d'état, eh bien n'est pas la même, pas exactement la même en tout cas, entre les deux API. Ok, allons-y pour le premier exercice, fiche d'un étudiant. Donc on veut ajuster maintenant le fichier app.vue pour afficher des informations sur un étudiant. La donnée data sera un objet avec les champs ID, name, first name et section. Ok, donc je vais simplement copier ça. Donc on va coder les valeurs en dur pour afficher Ada Lovelace qui sera en section réseau avec le numéro 60 000. Donc allons-y. Donc je vais, alors ça c'était l'ancien, mon TD2, je vais le fermer comme ça je ne me trompe pas. Et je reviens ici sur la version Hello.
et donc le projet Hello, et je vais changer ici mes datas. Alors, ce qu'on me dit, c'est de définir ID, name, first name et section. Donc ici, je vais faire précisément ça. Et pour chacun, je vais donc définir les informations qui m'intéressent. Donc ici, l'ID, ça sera 60 000. Le name, ça sera Lovelace. Le first name, ça sera Ada. Et la section, ça sera réseau. Ok, on peut réindenter ça. Et pour la partie template, on veut obtenir une fiche d'étudiant. Alors, est-ce qu'elle est ici? Quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va avoir un titre et puis une bullet list. Le titre, ça sera fiche étudiante. Et la bullet list, ça sera une UL avec 3 LI. Premier LI, c'est le numéro avec l'identifiant de la personne. Le deuxième LI, ça sera le nom complet avec le name suivi du first name. Et le troisième élément, c'est la section. Qui est la section, dans ce cas-ci, c'est réseau, mais on va mettre simplement section et ça va mettre ici les informations directement depuis l'objet data. Alors je dis objet data, ce que je veux vraiment dire, c'est l'objet retourné par la fonction data. Mais souvent, j'appellerais ça simplement les data ou l'état du composant. Alors, la deuxième partie, l'exercice 2, c'est d'ajouter maintenant 2 inputs. Donc, on va ajouter 2 inputs. Le premier va contenir le nom de l'étudiant ou de l'étudiante. Donc ici, je vais mettre un vModel qui va être modélisé sur base du nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais changer l'input, ça changera le data, et inversement. Donc, j'aurai un deuxième input qui sera le prénom. Donc si je vais voir ça dans la... Alors ça, c'est pas le bon fichier, pardon. Il est ici. Donc ici, de nouveau, hein, j'ai fait des erreurs de syntaxe à un moment, donc je dois rafraîchir la page explicitement, mais voilà. Je vais cacher les DevTools, et j'ai Ada Lovelace qui est là. Et si je change et que je mets, Babbage Charles, voilà, j'ai moyen comme ça de modifier les informations qui s'affichent. Alors maintenant, faisons l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, on doit rajouter une liste qui permet de choisir sa section. Donc on va... alors d'abord, je vais définir toutes les sections possibles. Les sections possibles... Non, je ne vais pas faire ça. Je vais le coder en dur juste après. Donc je vais commencer par faire un select. Donc mon select, moi j'ai pas besoin d'identifiant, j'ai pas besoin de nom. J'aurai 3 options. Peut-être même, on va dire 3 options. J'aurai une option pour réseau, une option réseau, une option pour Indus, et une option pour, ça s'appelle désormais développement d'application, développement appelé DevApp, tout simplement. Ok, alors avec ces 3 options-là, ce que je voudrais, c'est que ce soit lié à la section. Et donc je vais essayer de mettre un vModel, et on va voir ce que ça donne. Ok, vModel, section. Donc on va retourner ici, on rafraîchit, et on va, pour l'instant il est en réseau, si je change Indus, ça change Indus. Si je vais Devap, ça change Devap. Ok, donc ça a l'air très bien. Alors si par défaut je mets Indus, et que je rafraîchis la page, ok, c'est effectivement Indus par défaut, hein, donc c'est pas parce que réseau était le premier que ça c'est lié à ça. Okay, donc pour la plupart des éléments de formulaire, ici c'est des inputs et un select, il y en a d'autres. Pour la plupart des éléments de formulaire, il y a moyen d'utiliser vModel. Alors parfois l'incantation est légèrement différente, mais ça va fonctionner dans tous les cas, il suffit d'aller voir dans la documentation. Hop, voilà la documentation. Alors encore une fois, on vérifie d'avoir bien mis Options API. Hop, je mets Options API ici. Et vous avez comme ça, pour tous les éléments de formulaire, vous avez les différentes possibilités. Si je dézoome un petit peu, vous voyez ici, il y a un menu ici sur la droite. C'est juste que je suis fort zoomé pour l'instant, pour la vidéo. Mais donc il y a, je vais quand même dézoomer un tout petit peu juste pour voir les différentes possibilités. Donc il y a pour les textes multilignes, il y a les checkbox, il y a les radio buttons, il y a les select, et ça c'est ce qu'on vient d'utiliser ici, on a utilisé un select. Alors remarquez qu'il y a aussi moyen de rajouter une option qui est désactivée par défaut avec
un choix vide, ce qui permet d'avoir ce comportement classique où rien n'est sélectionné par défaut, mais on doit choisir une des options par après. Ok, bref, dans notre cas, on n'en avait pas besoin. Et oui, dernier élément, c'est que vous remarquez qu'ici, il y a moyen aussi de mettre une option sans valeur. Et à ce moment-là, le contenu de l'option est la valeur par défaut. Je pense que c'est mieux d'avoir explicitement des valeurs, mais enfin, c'est faisable également comme ça. Pour conclure, vérifions que nous avons bien tout vu. On a chargé vue depuis un CDN d'abord, puis via NPM ensuite. On a bien compris qu'il fallait utiliser l'option data pour déclarer l'état du composant. On a utilisé la syntaxe moustache, donc les accolades, pour intégrer des éléments du data dans le template. Et on a utilisé des directives, en l'occurrence la directive vModel, pour gérer les entrées de l'utilisateur et synchroniser ça avec l'état du modèle. C'est tout pour moi, et on se voit dans le prochain.